Bienvenue dans ce Toku Show spécial concours de l'Eurovision. Je suis avec Alexandre de Générique Kids et en hommage à Claude Lombard, nous allons vous chanter Embrasse-moi Lucille. Alors attention, Alex, on y va. Oh Lucille, embrasse-moi, c'est assez d'espérer, c'est assez de rêver, embrasse-moi. Est-ce qu'on est pris, est-ce qu'on a gagné le concours là ? Non, bon bah alors du coup on va vous présenter le Toku Show, ça va être un peu plus passionnant. Bienvenue dans ce Toku Show dédié au générique, aux chansons des dessins animés de la 5, donc une chaîne aujourd'hui disparue, mais dont on se souvient tous, ou presque, pour les plus jeunes, qui vont donc découvrir le VIP de la semaine, c'est bien sûr Alexandre de Générique Kids, un grand spécialiste des génériques de notre enfance, voilà. Bonjour. Bonjour Alexandre. Et également donc ses invités, pour aujourd'hui. Donc nous avons avec nous donc Samuel qui est auteur-compositeur, donc les éditions Samclo, et bien sûr donc Claude Lombard, voilà, qui est chanteuse, qui s'occupe de faire de la direction musicale et qui a notamment, alors pas aussi bien que nous, mais donc chanté Embrasse-moi Lucille. Qu'est-ce que tu as pensé de notre prestation ? Je trouvais qu'il y en avait un des deux qui était formidable, mais je ne dirais pas lequel. C'est tout à fait trop d'honneur. Non, mais c'est génial. Alors, première question, puisque tu as réuni tout ce merveilleux plateau. Interview toute première fois. Je vais donc d'abord commencer par toi. Comment est-ce que tu as rencontré pour la première fois Claude Lombard ? Devant la télé, des génériques de dessins animés, et puis sur une petite radio qui s'appelait Super Loustic. Donc j'étais époustouflé, émerveillé par ces génériques de dessins animés. Et puis plus tard, j'ai même eu la chance d'être sur scène avec elle, grâce à cette radio Super Loustic. Mais t'avais quel âge ? 10-11 ans. Voilà, et Claude évidemment s'en rappelle. Oui, je me souviens. On a même des photos ensemble. Oui, je pense. je crois, oui. Je crois, oui. Elles doivent circuler. Oui, elles doivent circuler quelque part, je ne veux pas savoir où. Et finalement, alors vous deux, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés pour cette interview toute première fois, votre toute première fois? Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Samuel? En fait, moi j'aimais beaucoup le Charles Aznavour, et quand j'ai écouté Charles Aznavour, j'ai écouté Claude Lombard. Et j'ai été époustouflé par sa voix, j'ai après approfondi, et un jour je vais voir Charles Aznavour en concert, et je la rencontre dans l'aéroport. On a pris un avion ensemble. On ne se connaissait pas, et je me suis rendu compte, il était 4h du matin, et je vois arriver ce jeune garçon qui dit « Madame Lombard, je peux faire une photo ?» Bon, 4h du matin dans un aéroport, je fais « Oui », et puis je vais faire la photo. Puis je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais il est à côté de moi dans l'avion. Tu veux savoir comment il s'est débrouillé ? Non. Et il ne m'a plus lâché. Ah voilà, c'était le début d'une belle histoire. Alors Claude, ton parcours, il y a trop de choses, donc on va essayer de synthétiser avec Alex. Donc évidemment, ces dessins animés de la 5, donc tout à l'heure il y avait Embrasse-moi Lucille, mais il y a aussi Max et compagnie. Alors d'abord Alex, tu peux nous dire un mot, ces dessins animés, ils étaient diffusés où et pendant quelle période ? En fait, ils étaient donc diffusés sur la chaîne La 5 entre 87 et 92. Ils étaient achetés par l'Italie, puisque la 5 était à la base une chaîne italienne, donc adaptés en Italie, puis importés en France, et donc les génériques italiens étaient rechantés en français, entre autres et en grande majorité par Claude Lombard, sur des paroles de Charles Level. Absolument. Donc de très beaux génériques. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que des fois les génériques correspondaient pas aux mêmes dessins animés. Pour Lucille ou pour Max et compagnie, c'est les mêmes dessins animés. Pour Le Roi Léo, ça n'a rien à voir. Alors justement, qu'est-ce que tu peux nous dire, Claude, sur cette époque ? Comment est-ce que tu es arrivé à chanter des génériques japonais ? Est-ce qu'à l'époque, tu te doutais du phénomène que ça allait devenir ? Du tout. Je pense qu'on ne se doute jamais en fait de ce que ça va devenir. Moi je chantais, j'étais chanteuse, on m'a demandé de chanter ces chansons que je trouvais très bien fichues, c'est ce que je disais à l'époque d'ailleurs. Et donc j'ai dit oui, mais je ne pensais pas du tout que ça aurait l'impact que ça a pu avoir et que ça a encore apparemment aujourd'hui. Mais c'était un plaisir de le faire. Alors comment ça se passe à l'époque ? Je veux dire, c'est organisé, c'est dans des grands studios, vous avez du temps pour répéter, vous avez... Non, pas du tout. C'est comment ? Non, c'est dans un tout petit studio, un tout petit budget, un tout petit micro, et puis surtout peu de temps pour les enregistrer. En général, Charles avait les textes originaux au dernier moment, donc il me transmettait les textes français la veille. Donc on en enregistrait
beaucoup en une journée. Et puis il fallait aller vite, alors il n'y avait pas de pitch à l'époque, c'est-à-dire il fallait chanter juste tout de suite et pas se faire aider en montant un petit peu la voix, en descendant, en recalant, puisque à l'époque ça n'existait pas. Donc il fallait vraiment travailler très vite et le mieux possible. C'était un peu à la chaîne. Dur d'en garder des souvenirs. Récemment, tu as donc travaillé aussi sur les contes de la princesse Kaguya, donc du studio. Tout à fait. Alors ça, c'est un autre Ghibli. travail. Tout à fait. Oui, parce qu'en fait, on peut pas chanter les génériques de la 5 pendant 150 ans quand même. Donc d'autant plus qu'il n'y a plus la 5. Donc il y a de bonnes raisons. Et donc je fais beaucoup de direction musicale, de dessins animés, de films et aussi d'adaptation. Parce que le fait de chanter des chansons bien écrites par Level, par exemple, et puis par d'autres, finalement, j'ai commencé à les écrire moi-même. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Pas les droits d'auteur. Ça, c'est moins sûr, en tout cas pour le plaisir de les écrire déjà. Et puis voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu le plaisir de faire des chansons de dessins animés japonais. Princesse Kaguya, il y en a eu d'autres. Enfin, il y a eu trois films de Miyazaki, je pense. Et puis la Princesse Kaguya après. C'est très difficile d'adapter du japonais. C'est pas les mêmes tonalités de voix, par exemple. C'est que ça. Alors, c'est le gong, en fait, qui donne le départ du Toku Quiz. Très bien. Mais ça tombe bien, parce que la première question du Toku Quiz, Oui. je vais justement te demander, après il y en a une question pour toi, Samuel, je vais justement te demander, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans l'adaptation du japonais en français? Qu'est-ce qui est le plus dur à reproduire comme son ou comme sensation musicale? Alors le plus difficile, c'est d'adapter à l'image. Parce qu'il y a beaucoup moins de labial en japonais qu'en français. Et donc, il faut adapter à l'image, parce que si, par exemple, un mot finit en ou, u, en japonais, si on met un a, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Donc il faut vraiment faire attention aux sonorités. Je disais tout à l'heure, c'est l'inverse de l'allemand. L'allemand. Mais c'est plus facile l'allemand du coup pour toi par exemple? Non, je crois que c'est le plus facile. Le plus facile c'est l'anglais. Le plus facile c'est l'anglais. Non. Japonais c'est difficile parce qu'il n'y a pas de labial et parce qu'il faut ajouter des mots aux mots originaux. Parce qu'on dit beaucoup plus de choses en un mot japonais que ce qu'on peut dire en plusieurs mots. Oui, puisqu'un mot parfois peut signifier beaucoup de choses en japonais, mais ça c'est les particularités de la langue. Et culturelles. Alors Samuel, donc ensemble vous montez, donc on en reparlera après, hein, une boîte d'édition. C'est quoi le plus difficile dans ce métier pour s'en sortir quand on part? C'est quoi les plus grosses galères auxquelles tu as pu avoir affaire? Eh ben, je pense que la toute première chose pour ça, il faut avoir de la volonté. Parce qu'il y a tellement d'obstacles avant d'y arriver. Lesquels? Se mettre à côté de toi dans l'avion, fallait quand même, fallait trouver la bonne personne, il a usé de son charme, il s'en est bien sorti quand même. Il s'en est bien tiré, oui. Oui, donc alors on a fait une maison d'édition. En fait, Claude m'avait appelé au mois d'août et m'avait dit pourquoi pas monter une maison d'édition. Moi j'ai tout de suite dit d'accord. Après, je suis revenu à Paris en octobre. Puis après, il a fallu le faire. Il a fallu le faire. Donc, c'est des démarches administratives, c'est des choses comme ça, mais je pense que si on veut le faire, on peut le faire. Donc, ce qui est rigolo, c'est que moi, je ne le connaissais pas, ce garçon. Mais finalement, je me suis dit que si j'ai quelque chose à transmettre dans ce que je peux éventuellement savoir et connaître, c'est... Et puis en plus, tu dis, c'est le bon parti pour prendre l'avion en première classe. Il doit connaître des... Alors, c'était bien. Ça, en fait, c'est la question des internautes. Alors, est-ce qu'on a quelque chose, la régie? Oui, on a une question pour Claude de la part de Gérald. Quel est le générique sur lequel tu as pris le plus de plaisir à chanter? Eh bien, je ne sais plus. Je ne sais plus parce qu'on en faisait une dizaine par jour et en général j'aime bien ceux qui sont très harmonisés où je faisais plusieurs voix mais alors te dire lequel Si je peux me permettre, il me semble qu'à l'époque c'était une vie nouvelle. Oui, j'aimais bien. T'as raison. Alexis, c'est pour toi. C'est bien raison, pour toi. je te remercie. Non, c'est vrai. C'est vrai que j'aimais beaucoup. Biographe officiel. Enfin, tu ne le sais pas encore, mais biographe officiel. D'accord. Alors, pour finir, Samuel, c'est quoi votre actualité du moment, justement? C'est quoi Samclo exactement? Pour finir là-dessus. Alors, nous avons monté Samclo Édition parce que Claude et moi écrivons des chansons ensemble depuis un certain moment, depuis le mois de juin 2014. On écrit des chansons au départ pour adultes, pour des chanteurs qui vont les mettre dans leur album. Et on écrit maintenant, depuis un certain temps, pour les enfants. C'est-à-dire on prépare des albums pour enfants, des comédies musicales pour enfants, et on a plein d'autres projets comme ça en tête. Voilà, on ne dira rien. On ne dira rien. Mais est-ce qu'on peut espérer, je sais pas, un jour vous voir revenir ensemble dans le dessin animé japonais, dans des adaptations en termes de générique, par exemple? Ça c'est quand tu veux.
Moi, je voilà. suis toujours prête à adapter Moi, des je dessins fais pas animés. des dessins animés. Toi, tu fais des dessins animés. Toi, tu peux... Des dessins animés japonais. On se verra, effectivement. Avec On a plaisir. quelques idées en tête, justement, Je pour le pense- générique. oui, on en a parlé Bon, tout à l'heure. en tout cas, merci Claude, merci Samuel et Alexandre. On te retrouve, toi, toute la semaine. Merci d'avoir participé à cette émission en attendant des nouveaux génériques. Moi, je vous dis à très très bientôt sur J1 dans le Toku Show. Je suis exterminateur. Je suis Force Blanche. Je suis Force Violette. Coup de balai mystérieux. Voilà, comme vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler de Sentai. Bienvenue dans le Toku Show. Aujourd'hui dans le Toku Show, on va donc parler de Sentai, mais surtout de Sentai sous l'angle cosplay. C'est pour ça que j'ai un superbe casque de notre ami Kiba, notre invité du jour, donc qui est cosplayer, entre autres spécialisé dans le Sentai, donc tout ce qui est Bioman par exemple, également Charivan, etc., qu'on pourrait rapprocher du Tokusatsu. Et bien sûr, avec nous, notre Viper from All the Week, Alexandre de Generic Kids, qui nous fait le plaisir de nous accompagner pour cette semaine folle en rebondissement. Bonjour. Bonjour. Ah, ce bonjour du charisme et très bonne interprétation du monstre venu de l'espace par ailleurs. Alors, Ludo de Sentai, on va d'abord commencer par l'interview toute première fois qui est hyper logique en fait. C'est quoi votre premier souvenir de Sentai à la télévision? Bioman. Bioman sur Canal+. Donc à l'époque où ça passait en fait en crypté avec le générique repris du générique japonais. Alors voilà, en fait donc c'était une des rares parties qui passait en clair du coup sur Canal+. Et donc effectivement, c'était le premier générique donc de Monsieur Michel Barouille qui était chanté. Et c'était la première fois que moi je voyais ça. Et à là la c'est télé. la révélation. Exactement, des paillettes plein les yeux, des robots géants, Des mecs en pyjama. en pyjama super stylish. En collant. Et du coup avec plein de super pouvoirs et en train de faire la fête à des gros monstres, c'était parfait. C'est tout ce qu'il me fallait. Alex. XOR. XOR sur la 2, Antenne 2 à l'époque. Et Donc là c'est ouais, différent. Bioman hein, c'est un groupe, ils Ouais. ont plusieurs couleurs. Moi, c'est plutôt le XOR, Space c'est le Sheriff. Space Sheriff quoi. Ouais. Et XOR, j'ai été bluffé, quoi. Alors, ma mère, désolé maman, mais ma mère comprenait pas que j'aimais ça, mais oui, c'était. Qui Je l'avais dans la peau, quoi. J'avais envie D'accord, d'être et à la XOR. cour de récré, tu essayé de te transformer en moins d'une seconde. Oui, j'y suis jamais arrivé, mais, Mais t'as essayé. mais j'essayais. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ta passion qui bat pour le Sentai ne s'arrête pas là, puisque finalement tu décides dans l'art du cosplay de te diriger plus ou moins, souvent en tout cas, vers cette discipline. Tu vas jusqu'à mettre 2 ans pour faire un costume comme un Charivan. Et Exactement. là, j'ai envie de te dire, mais ils sont faits en quoi ces costumes pour que tu mettes 2 ans pour faire un costume? En quoi c'est quoi la grande difficulté de ce type d'objet? Alors là, on a un casque par exemple. Alors, la grande difficulté, en fait, c'est d'être fidèle. Moi, on va dire que j'ai un peu d'étoque par rapport à ça, et en tant que grand fan, il faut absolument que ce soit fidèle à l'original. Donc après, les casques, par contre, il y a quelque chose de particulier. C'est que les casques, j'achète un kit, en fait, et que je vais, moi, par contre, monter de mon côté. C'est-à-dire que je vais rajouter les claps, la visière, l'intérieur, ainsi que toutes les couleurs. Donc ça, c'est la partie, on va dire, la plus simple. Ah donc le casque, ça c'est plus simple. Exactement. Waouh, le mec. Après, par contre, derrière, en fait, j'ai mes petites connexions, on va dire, et donc, par contre, j'arrive à faire importer du tissu dont ils se servent dans les usines de la Toei pour pouvoir. Carrément. Voilà. C'est-à-dire que tu prends pas n'importe quel tissu. Genre, Non, non. Tu vas avec Alex, tu vas au supermarché du coin, tu peux pas avoir le bon tissu. Non, exactement. Il m'a ramené plusieurs fois du tissu. Ça a été grosse C'était- embrouille à la c'était du maison. Vichy, Voilà, ça allait pas. ça allait Non, pas non, du tout. non. Et non, effectivement, je pousse le vice jusque là, c'est-à-dire d'avoir les mêmes tissus que les usines de la Toei. C'est un vicieux du Sentai, quoi. Donc toi, tu as déjà vu ces costumes, du coup, est-ce qu'ils sont parfaits et bluffants de ressemblance? Ils sont parfaits, bluffants, et du coup, j'ai la chance de le voir aujourd'hui parce que dans les conventions, je peux pas l'approcher, il y a trop de monde autour. Donc autant dire que j'en Merci. profite. Merci. Et du coup, Charivan, effectivement, c'est celui par Puisque contre qui a mis Charivan, 2 ans. qui est en fait comme série. XOR rouge, Voilà. Voilà. numéro 2. Exactement, XOR 02, qu'ils ont réussi à traduire par Charivan au bout de quelques épisodes. Et donc lui, effectivement, par contre, j'ai tout fait.
absolument tout. Oui, donc mais le là, c'est plus plastron en complexe, en résine plus. et tout. Faut savoir que X-Force, c'est des costumes qui sont presque des armures, une sorte de Robocop de l'espace. C'est exactement ça. Beaucoup plus complexe que simplement une tenue en tissu, peut-être d'un simple, entre guillemets, bioman. Voilà, et c'est la raison pour laquelle ça mettait autant de temps, puisque comme tu le dis si bien, ils font partie du genre Metal Hero, donc ils sont un genre bien particulier du tokusatsu, et donc c'est là où j'ai mis effectivement le plus de temps, puisqu'il y a de nombreuses parties, et ce que j'ai voulu reproduire aussi, c'est le costume lors de la scène finale, où généralement Charivan est tout étincelant, et à mettre un coup d'épée en fait au méchant, et à le faire exploser. Voilà, donc ça a été en fait le process de chrome, en fait, de faire le chrome sur l'armure a été vraiment le plus compliqué. Et tu t'y es pris comment ? Alors le process de chrome, ben, c'est pareil, j'ai fait importer de la peinture, donc ce qui est très très compliqué puisque ça bloque aux douanes en fait, hein, il faut le savoir. Donc il faut faire tout un nombre de licences, etc. Et c'est surtout que j'ai la chance que mon frère travaille dans des usines et donc il peut avoir tous les appareils en fait qui permettent de faire de l'aérographe en fait. Alors il faut savoir que tout ça, est-ce qu'on peut le retrouver ? Tu travailles aussi sur une exposition ? Oui. Alors justement, donc moi j'ai à ma disposition un peu plus de 1000 pièces. Hein, 1000 Ouais. Ah ouais, t'as pas un appart 30 pièces à Paris, je pense. Ça c'est compliqué quand même. Disons qu'en fait, seuls mes mechas, en fait, donc les robots des Sentai sont exposés. Tout le reste, malheureusement, ça dort dans des cartons. Et c'est ressorti donc pour les expositions. Et donc effectivement, on peut voir aussi mes costumes exposés lors des expositions que je fais. Et la prochaine, ça sera pour tout à l'heure parce que c'est le Tokugong du Toku Quiz. Alors Alex va pouvoir participer vu que c'est le portrait chinois. Et je vais tout simplement vous demander le manga que vous adorez, mais vous êtes quand même bien le seul. Entre guillemets, vous aimez bien, mais tout le monde déteste à part vous. Ou disons que c'est pas le truc le plus apprécié. Moi, ça va être un coup de cœur assez récent, ouais, ça a quelques années maintenant, ça s'appelle Grappler Baki. Il y a un manga de baston chez Delcourt. Voilà, exactement, au design un peu particulier, etc. Ça fait pas forcément l'unanimité, d'ailleurs il n'y a que la saison 2 qui a été adaptée, et je crois qu'il n'y aura plus aucune autre saison qui sera adaptée. Et donc voilà, oui, c'est mon petit coup de cœur. Voilà. Moi, c'est Paul le pêcheur, mais personne ne veut le sortir. Hein. Je suis désespéré. Paul le pêcheur. Ça donc, me paye, Paul le pêcheur. Qui était ouais, l'histoire d'un type qui fait de la pêche, Paul le pêcheur, qui était un dessin animé diffusé donc à l'époque. Sur la 5. Exactement. Mais bon, oui, c'est une très longue série en plus. Alors, un plus de 5. On est dans le style. S'il y avait un film live français hein, de Sanseiya, écrit par des Français, réalisé par des Français, quel serait votre acteur de prédilection français pour jouer le rôle du chevalier du taureau? J'hésite. Laurent Deutsch. Laurent Deutsch. Il a la carrure. Ouais, c'est vrai, c'est Qui vrai. va C'est vrai. Pour toi? Gérard Depardieu, sans aucun. Il faut savoir que Gérard Depardieu a déjà été cité dans le rôle de Sean. Voilà. Ce qui est très bien, c'est Ah, que moi je cette le vois personne- plus dans Sean. Il peut jouer tous les rôles de sa vie. Ou dans Gérard. Aphrodite. Non, mais il est aussi musclé qu'Aldébaran et tout. Enfin, tout va bien. quoi. Non, moi, je le vois Alors, plus dans- si vous deviez vous réincarner en personnage de manga de sexe opposé, qui seriez-vous? Sean. Alex? Gugu Ganmo. Lady Oscar, peut-être. Ah, ça triche. Il fallait que ça je triche. place Gugu. Bon, allez, une dernière. Si la machine à voyager dans le temps de Trunks existait, vous pourriez vous en servir pour faire quoi? En tout cas dans le monde de l'animation et du manga. Pour revenir à quelle époque et pour revivre quoi? Pour revenir, je sais pas, au temps du Seigneur des Anneaux. Allez, au Moyen-Âge. D'accord. J'y ai ma place en plus. Moi, je reviendrai à l'époque où Toriyama a décidé de superviser Battle of Gods pour lui dire d'arrêter. C'était il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc Battle of Gods, le dernier film supervisé par Toriyama. Alors, est-ce qu'il y a une question des réseaux sociaux, la régie? Oui, pour Kiba, de Lucie. Pourquoi n'y a-t-il pas de nouveaux Sentai français depuis France 5? Très bonne question, Lucie. Voilà.
Et donc, donc en fait... quand est-ce que tu tournes le tien, je sais pas. Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de petites productions qui sont en train de se tourner. D'ailleurs, je vous conseille de regarder un peu sur le net Gakusei. Comme ça se David, prononce. Très très bien d'ailleurs. Voilà. Et donc c'est une nouvelle série Super Sentai qui est en train de se mettre en place. Il faut savoir aussi que France 5, ça leur a demandé énormément de temps, énormément d'énergie. Ils faisaient ça dans leur vie privée aussi, prenaient sur leur vie privée. Et donc on peut, quand il y a autant d'investissement, on peut penser que ça refroidit un peu les ardeurs, puis on n'a pas forcément tous les moyens, effectivement, de faire... Mais au niveau ce genre de série. professionnel, vraie production de série, ça serait compliqué de vendre ça à des chaînes de télé. Complètement. Ah voilà, bon, on va pas pouvoir aller voir le Big Boss de J1 pour lui proposer une série de Sentai, hein, ça pourrait être rigolo. C'est jamais. Voilà. On aurait déjà les acteurs, hein, par ailleurs. Moi, je chante le générique, Moi, je fais le monstre, alors. bien évidemment. Voilà, et moi, force balayette. Voilà. Bon, en tout cas, merci Alex de Generic Kids d'être là avec nous cette semaine, d'avoir convié ces merveilleux invités. Kiba, super casque, à bientôt sur les conventions, peut-être en nouveau XOR ou Charivan. Et moi, je vous dis à très très bientôt sur J1 dans le Tokushow. Au secours! Sauve-moi, petit! Sauve-moi, petit! J'ai été sauvé par le petit. Ah ouais. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Save Me Pity. Voilà, sauve-moi petit. Save Me Pity. Bienvenue dans le Tokushow. Bienvenue dans ce Tokushow où j'ai l'immense plaisir de recevoir, bien sûr, Elsa Brandt, l'auteur, la mangaka de Save Me Pity. Voilà, pas sauve-moi petit. On va donc parler de cet ouvrage, de cette carrière de Save Me Pity qui a bien commencé, bientôt le tome 3, mais on va d'abord parler évidemment de ce qui est sorti. Donc avec nous aujourd'hui, of course, Elsa Brandt, qui est bien sûr donc l'auteur de Save Me Pity, invité par notre VIP of the Week, donc Alexandre de Generic Kids. Merci à vous deux d'être là, tout d'abord. Merci. Et sans perdre plus de temps, l'interview toute première fois, et j'ai envie de vous demander, parce que je suis très méchant, votre première larme devant un dessin animé japonais. Est-ce que vous Dessin en animé souvenez ou ça peut être Un manga ou un dessin animé japonais. Moi, c'est quand Force Jaune est morte. Dans Bioman, ils ont tué Force Jaune. Oui. Après, il fallait en chercher une autre. C'est pas la question, mais ils ont tué Force Jaune, mais c'est pas possible. Et ça, c'était dur. Ah, mais oui, mais j'étais toute gamine, donc moi, j'étais traumatisée. Ça m'a traumatisée. Après, je me suis prise pour Force Jaune, et donc j'apprenais à tirer à l'arc et tout. Oui. D'accord, c'est bien. Alex. Moi, c'était plutôt des larmes d'émotion. C'était l'ouverture de la Cité d'Or, dans l'avant-dernier épisode des Cités d'Or. D'accord. Donc, L'émotion, plutôt. voilà. Et donc, au passage, t'as spoilé à toute la Terre pour ceux qui n'ont pas vu la série. Ah bah oui, mais depuis 83, quand même. On ne sait jamais. Hein. Il peut se Eh, passer. si, la mort d'Oscar. La mort d'Oscar dans Lady Oscar. Et boum, là, il vient de... Et la mort de... dans la nouvelle saison de Game of... Bon, d'accord. Merci pour ces spoils. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc là, j'en ai déjà 2 dans la main. Donc les tomes 1 et 2, sachant que le tome 1 est sorti l'été dernier, le tome 2 est déjà là, bientôt le tome 3 en juin prochain. Donc avant toute chose, Elsa, Oui. tu n'es pas japonaise. A Je priori, crois pas, non. tu n'as pas de studio de 50 assistants qui travaillent avec toi. Officiellement, non. Donc, comment est-ce que un mangaka français peut faire autant de pages en si peu de temps? C'est quoi le secret? D'abord, le secret de la production. Eh bien, les journées de... Enfin, la semaine de 35 heures, tu connais? Je la connais en 2 jours. Après, c'est un métier passion, donc tu comptes pas tes heures, tu pars pas en week-end, tu pars pas en vacances, tu travailles tout le temps, tu t'amuses en même temps, mais tu travailles tout le temps. Voilà, je crois que c'est pas plus compliqué que ça en fait. Si tu veux produire un peu comme Mais il un n'y a pas de japonais, secret, il y a en pas fait de c'est du secret. boulot et il n'y a pas de... Évidemment il faut du talent mais il n'y a pas de... Plus de travail. Après le talent, on verra, ça viendra avec Toi, t'aurais l'âge. voulu être mangaka, Alex? Il est déjà là, le talent. J'aurais voulu. J'ai fait des études de dessin, mais je ne lui arrive pas à la cheville. Ah mais moi j'ai pas fait d'études, c'est ça le truc. Et voilà, t'as trop fait d'études. Voilà. Alors en 2 mots, Save Me Pity, ça parle de quoi, Elsa? Alors, ça se passe dans la Grèce antique. C'est une aventure complètement loufoque où tu as une héroïne, la jeune Pity, qui va recevoir une malédiction. Elle va voir l'avenir, mais personne ne va jamais la croire. Et surtout, elle ne va voir que des catastrophes. Et suite à ça, elle va se retrouver à côtoyer les dieux, les héros,
tous les monstres qu'on connaît dans la mythologie grecque et ça va être des aventures complètement barrées, complètement loufoques, sans queue ni tête. Alors, c'est une comédie et puis il y a un certain humour qui me fait parfois penser notamment à Lamu. Est-ce que tu regardais ce dessin animé, Alex? C'était ton truc, Lamu? Lamu, ouais. Et puis toutes les séries, on en a parlé avec Elsa, mais que ce soit Guguganmo, Olympe, toutes ces séries complètement barrées avec cet humour typiquement japonais. Alors, c'est typiquement japonais, mais remixé à la française pour le coup. Ouais, forcément, je suis pas vraiment japonaise, je suis française, même si j'ai regardé tous les dessins animés japonais qui sortaient depuis que je suis toute petite. J'ai lu aussi beaucoup d'œuvres françaises, franco-belges, donc ce que je vais produire, ce sera forcément un mix de toutes mes influences. Alors justement, ce mix, ce manga, BD hybride, peu importe le nom finalement du moment que c'est de qualité, mais comment est-ce que ça a été accueilli et par quel public? Est-ce que c'était accueilli par le public manga, le public BD? Comment? Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette première dédicace, par exemple à Japan Expo? Oh, c'était génial. Alors déjà, j'avais un stand complètement sublime que Kana m'avait fait faire avec un grand temple grec. Et non, je trouve que ça, j'ai eu un très très bon accueil. J'ai eu, quand je partais en convention style Japan Expo ou TGS, j'avais un public plutôt manga. Quand je vais en festival bande dessinée plutôt franco-belge, j'ai un public franco-belge. Mais t'as l'impression que les deux perçoivent justement cet humour? Est-ce que quand on est auteur, qu'on fait de l'humour, ce qui est sans doute ce qu'il y a de plus dur à faire en termes d'écriture, est-ce qu'on a toujours ce doute au fond de soi? Est-ce que je vais juste me faire rire moi-même ou mon mari, mais est-ce que je vais faire rire tout le monde? Est-ce que tu as cette petite peur quelque part de te dire est-ce que ça va faire marrer? Ah oui, mais totalement, je suis complètement terrifiée, mais je crois que il faut déjà que ça me fasse rire moi et ma famille, et après déjà ça serait une bonne chose. Faut que ça fasse rire Alex. Si tu passes pas l'étape Alex, c'est qui tu fais rire. Si je l'ai invité, c'est que j'adore. Cela dit, elle a d'autant plus de mérite, c'est qu'on dit que c'est beaucoup plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Hein. Un mauvais comique se prendra beaucoup plus de vannes. C'est dur à écrire. Et donc, tu te mets les challenges, parce que si je vais faire du manga en France, et on sait que parfois c'est un challenge pour convaincre les libraires, les distributeurs, le public, l'éditeur évidemment, et en plus je fais de la comédie, et de la comédie dans la Grèce antique. Bah, j'ai pas vraiment tu t'es dit, moi j'y vais quoi. J'ai pas réfléchi, j'ai fait ce que j'avais envie de faire et moi ce qui m'a le plus marqué quand j'étais gamine c'était tout ce qui était humour, donc je voulais absolument partir là-dedans. D'accord, j'allais dire un remake du Collège Foufou, mais bon, on va passer. Alors, c'est le portrait chinois V2. Alors attention, attention, je vous pose des questions tous les deux. Votre compagnon de vie idéal, alors que ce soit comme ami ou ce que vous voulez, ou en tant que mari, petit ami, peu importe, votre compagnon de vie idéal, en tout cas pour servir vos moindres caprices, entre Kojiro Hyuga, donc Mark Landers dans Captain Tsubasa, Olive Todd, Vegeta dans Dragon Ball, Guts dans Berserk, ou Guillaume du Tokusho. Mais c'est moi qui fais les questions en plus. Vas-y. Alors. Je vais avoir des problèmes avec mon mari. Mais il compte pas ton mari, il est au-delà. Oui, voilà. Bon, écoute, Vegeta, mais il a intérêt à m'écouter parce que sinon ça va chauffer pour lui. La dernière proposition, c'était quoi? Guillaume. Guillaume du Tokusho. Voilà, on veut que ça serve les caprices. Hein. Voilà, je suis une machine à caprices. Alors, contre qui vous aimeriez vous battre si un paquet de chips était en jeu? Donc c'est hyper sérieux, quoi. Donc entre Sarah, de Princesse Sarah, Mamute de City Hunter, Nicky Larson, Annette de Dans les Alpes avec Annette, ou bien sûr la famille de Rémi sans famille, c'est ça qui est drôle. Sarah, parce qu'en plus des chips, ça m'apportera tout ce qui va avec. Moi j'ai envie de dégommer Annette parce que je suis jaloux, elle dans ses Alpes. Donc voilà. Elle est bien, Annette. elle fait du ski, elle se met bien. Elle m'énerve. Donc dans les Alpes avec Annette, je la dégomme. Merci. Alors, vous vous retrouvez seul au monde sur une île déserte. Avec qui est-ce que ça serait le plus supportable? Dawson, petite incursion. Naruto, Belle, de Belle et Sébastien, mais Belle, hein, pas Sébastien. Ou Ginyu de Dragon Ball Z, transformé en crapaud. J'ai jamais mangé de crapaud. Guignou en crapaud, ça doit être sympa sur une île. Donc tu prends Ginyu. Moi, esprit pratique, je vais prendre Belle parce que comme ça, elle va chasser, elle me rapporte à manger. Voilà, on les reconnaît, hein, les mangaka, les auteurs, tout ça, hein, ils ont l'esprit pratique. Ah, c'est la question des réseaux sociaux. Est-ce que la régie, on a quelque chose? Oui, pour Elsa, de Roberto 37. Est-ce que c'est compliqué de faire le même métier que son mari et est-ce qu'on vous compare souvent?
Je crois pas qu'on nous compare trop parce qu'on est, même si on. Alors, ton est mari, sur donc, le même Guillaume format, Lapère, qui fait CTO, là, pour expliquer aux gens quand même qui nous regardent. même si on est sur le même format, c'est pas du tout le même univers, c'est pas Oui, ça le n'a même rien à esprit. voir, de près ou de loin, c'est, voilà, c'est juste le format qui est identique, donc il n'y a pas trop d'éléments de comparaison. Mais à la maison, genre, ça discute des projets, ça échange. Je pense que c'est mieux. C'est mieux en fait d'avoir le même. Oui, parce que vous avez un train de vie. Au On a moins... le même train de vie. Il y en a pas un qui va râler sur l'autre. Ah, tu travailles encore des heures. C'est pas possible. Non, on se comprend. On connaît les contraintes du métier. Donc non, je pense que c'est bien de faire le même métier. C'est vital, même. C'est vital. C'est bon. pour le lecteur. Hein. Aussi, oui, on se relie tous les deux. Ce qui est C'est quand même pratique, hyper oui. pratique. Alors pour finir, donc le tome 3 sort en juin. Oui. Voilà. C'est donc chez Cana, que vous connaissez bien, c'est Demi-Pitié, le tome 3, grosse série d'humour. Et pour finir également avec toi, Alex, Générique Kids. Où est-ce Oui. qu'on peut écouter, retrouver Générique Kids et tes émissions? Sur notre site internet, génériquekids.fr, tout Qui simplement. est une web radio. Qui est une web radio. On est aussi présent sur iTunes. Et maintenant, nous avons une application smartphone, Générique Kids. Donc, mille et une façons de nous écouter. Et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, à lire C'est Demi-Pitié en écoutant Générique Kids. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette émission. Et moi je vous dis à très bientôt dans le Toku Show sur J1. Aujourd'hui, j'ai décidé de devenir doubleur de dessins animés. J'ai notamment envie de refaire le fantastique doublage de Jean Reno dans Porco Rosso. Voici donc ma version de Porco Rosso et je vais tenter d'avoir une voix tout aussi caverneuse. Jean-Marc Panetier et Alex de Générique Kids qui sont là vont diriger le casting. Bonjour, je suis Porco Rosso. Ah, je suis pris. Vous êtes pris d'une espèce de tout intérieur qui vous empêche de parler. Bon, du coup, je crois qu'on va plutôt présenter le Toku Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Marc Panetier, donc qui est directeur artistique, adaptateur, qui s'occupe du casting, des doublages de nombreux films de Ghibli, de Princesse Mononoke à Porco Rosso, en passant par Le Château ambulant, Le Voyage de Chihiro et j'en passe. Merci Jean-Marc d'être là, c'est un immense plaisir. Également avec nous, donc Alexandre, donc toujours de Générique Kids, la web radio spécialisée notamment, entre autres, dans les génériques de dessins animés de notre enfance. Ce qui fait toujours plaisir. Alors Jean-Marc, avant de parler de cette splendide carrière et de ton métier en particulier, c'est d'abord l'interview toute première fois. Et pour vous deux, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous rappelez de votre premier visionnage d'un film de Ghibli? C'était lequel? Et vous avez eu quel type d'émotion en le regardant? Le premier, c'était donc Porco Rosso, en 1992, je crois, début 92, 90. J'ai découvert le film dans une salle de cinéma, la grande salle de Canal+, à Paris, qui est André Citroën. Et je l'ai découvert dans une salle immense. Nous étions 4. Nous étions le soir. Il y avait le directeur technique de Studio Canal, Michel Rocher, je me souviens de son nom. Il y avait Jean Reno. Il y avait le neveu de Jean Reno. Et il y avait moi. Et on a découvert tous ensemble ce film. Et tout de suite, ça t'a transporté, tu t'es dit, c'est quoi cet ovni, c'est fantastique. Ouais, parce qu'en fait, je connaissais pas du tout, je connaissais un petit peu le manga japonais parce que au début de ma carrière d'adaptateur, j'avais travaillé pour la 5, à travers une studio de doublage, où j'avais adapté des premiers petits mangas. C'était monsieur Jean Chalopin, qui à l'époque distribuait ces mangas. Donc j'avais touché un petit peu à ça. Je comprenais pas très bien l'univers, mais il fallait que je fasse des dialogues. J'avais une traduction anglaise fidèle au japonais. Bon bref, c'était resté. Et là, je découvre. On avait parlé d'un grand metteur en scène japonais, connu plutôt au Japon, on va dire. Et je vois d'un seul coup une aventure qui se passe dans l'Adriatique, en Italie. Avec un style très européen. Des noms de personnages plutôt pas très japonais, on va dire. Porco Rosso, le cochon rouge, on sait. J'ai pas compris. J'ai pas compris, dans ma tête, je cherchais un peu le rapport, mais je me suis laissé aller. Transporté. Et c'était le début d'une belle aventure. C'était le début d'une merveilleuse aventure. Alex, pour toi? Tu disais un ovni, quoi.
Moi j'allais dire Porco Rosso aussi, mais en fait non. Au lycée, je suis tombé sur une VHS de La Piutale, Château dans le ciel, et j'ai été transporté. Ah, ça, c'est et fantastique. j'ai pas vu le film en entier, je suis resté sur ma faim, et des années plus tard, j'ai redécouvert tous les Ghibli. Alors, ce travail, Jean-Marc, en quoi il consiste exactement? C'est-à-dire qu'il y a un film japonais, alors que ce soit un Ghibli ou autre d'ailleurs, qui sort au Japon, les gens viennent te voir, te confient l'adaptation, c'est toi qui vas choisir les comédiens de doublage, c'est toi qui vas t'occuper de l'adaptation. En quoi consiste exactement ton métier et comment ça se passe? Alors quand on fait appel à moi, donc je visionne le film en japonais, pas toujours sous-titré, en français pas encore, en anglais parfois. Bon, ça dépend du stade de l'avancement du film. Donc je visionne, j'essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe. Je pense assez rapidement à l'ambiance sonore, c'est-à-dire les voix, et j'essaye d'avoir des espèces d'évidence sur, tiens, j'entendrai cette voix, tout en sachant qu'on doit quand même transposer. Parce que le japonais, c'est très particulier, il y a des sauts de ton, des variations. Il y a tout un contexte culturel, linguistique, enfin social, qui doit être transposé quand même en Occident. Et il y a si vous voulez, les codes de jeu des acteurs japonais sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Et si on reproduisait fidèlement la musique de la langue et du jeu et de l'interprétation et des intentions qu'on entend en japonais, en français, j'exagère un peu, mais quand quelqu'un en japonais dit « je t'aime », en français, on a l'impression qu'il lui dit « je te déteste », par exemple. Parce que l'image... Donc ça peut être quand même très compliqué. Bah, tout le défi, c'est la différence de culture, qui est vraiment le défi de l'adaptateur. Oui, on n'aurait jamais pu faire en Nicky Larson texto avec les sauts de voix de Ryo Saeba, donc Nicky Larson en français, ça aurait été compliqué par exemple. Ça aurait été très compliqué. Ouais. Donc il y a cette première partie donc d'écoute des voix, d'espèce de on va dire d'orchestration un petit peu de les âges, les tonalités, et voilà. Ensuite, l'adaptation. Alors maintenant, depuis un petit moment, je pars d'une traduction, parce que je parle très très peu le japonais, hein, pas suffisamment, en tout cas pour pouvoir comprendre toutes les finesses de la langue dans le film. Je pars d'une traduction qui a été faite par un japonais, une japonaise bilingue, qui me fait une traduction, ce qu'on appelle littérale. Et en fait, après, ton rôle, c'est de prendre cette traduction et de la réécrire dans un français... sous forme dialoguée. Oui, qui passe bien dans un film. Qui soit jouable, puisque c'est le mot qu'on utilise, et surtout qui coïncide au mouvement de bouche, ce qu'on appelle la synchro. Oui, et donc, pour résumer, si on doit conclure là-dessus, c'est qu'il faut se dire que tout ce qu'on voit en France quand on voit un film de Ghibli, ce n'est évidemment pas une traduction littérale des textes japonais, mais c'est évidemment volontaire, parce que ça serait complètement ridicule, faut le dire, si c'était le cas. Je veux dire, une traduction mot à mot. On peut pas faire, il faut adapter. On n'aurait pas Exactement. Alors là, c'était le gong du Toku Quiz. Donc, Epic Fail Story, on doit passer aux questions, ça te fait rire d'avance. Et tu as raison, parce que j'ai envie de te demander quand même, Jean-Marc, grand maître du casting, est-ce que, sans citer de nom, je précise sans citer de nom, tu t'es déjà complètement planté dans un casting, et après tu t'es dit, mon Dieu, qui est-ce que j'ai pris? Ah oui, bien sûr. Oh là là, bien sûr. Alors, quand on travaille avec des studios, avec le studio, je peux citer quand même que c'est Disney qui distribue les films, les studios Ghibli. Quand on a la chance donc de travailler avec des grands professionnels, déjà, on fait des essais de voix. Pour les rôles principaux, on fait toujours des essais de voix. J'ai quelques idées en tête, 1, 2, 3, 4 maximum. On choisit des scènes d'essais, donc de voice test, comme on dit. On fait les essais et déjà il y a un premier filtrage fait par les représentants de Disney et on en parle et une fois que nous sommes d'accord sur ce premier choix, c'est envoyé évidemment au studio Ghibli qui doivent valider eux aussi. Le studio Ghibli valide. Ah oui. Alors il y a vraiment un travail d'équipe absolu entre ici et le Japon. C'est le cas dans toutes les productions, hein, pour finir là-dessus, Alex. Est-ce que dans tout le cas des productions, il y a vraiment un studio japonais qui va valider à chaque fois, ou que c'est vraiment très particulier à des films aussi importants que ceux de Ghibli? C'est, je pense, plus particulier à des films Ghibli, et puis
ça dépend aussi des époques. Les Japonais sont maintenant beaucoup plus regardants. Dans les années 80, voilà. ou sur le doublage de Ken le Survivant, ils n'étaient pas forcément regardants. Voilà, on se doute bien Il que faut sur le ce genre dire. de doublage, ils n'auraient peut-être pas validé certaines choses. Surtout s'ils savaient raconter. Ah, et ben c'est la question des internautes, c'est la fin du Toku Quiz. Est-ce que la régie, il y a quelque chose pour nos invités? Oui, une question pour Jean-Marc de la part de Michel. Comment faire pour travailler avec toi comme doubleur de dessin animé? Alors, doubleur, ça veut dire un acteur qui fait l'exercice du doublage, c'est ça? Oui, je doubleur, pense que c'est ce d'accord. que veut dire Michel. Oui. Comment? Eh bien, il faut déjà être comédien, puisque c'est la première Oui, on chose. ne peut pas y arriver comme ça au petit bonheur la chance. Non, parce que C'est de l'acting quand même. Mais bien sûr, oui. Donc, quand on sait que les acteurs, les voix originales sont déjà des acteurs, que ce soit pour les films japonais ou américains, ouais, sont déjà des acteurs, des comédiens qui ont travaillé, qui ont appris le métier. Puis après, il y a une technique qui est la synchro, comme on sait. Non, on peut pas s'improviser, même si on a une voix sublime. Donc le meilleur conseil que tu pourrais donner, c'est d'abord d'être comédien en fait. Et ensuite de passer dans un studio. C'est assez ouvert finalement. Hein. On peut entrer dans les studios et voir si les gens peuvent vous recevoir, vous accueillir et ça peut se passer très Tu es bien. tout le temps à la recherche de nouveaux talents quelque part. Oui, on a suffisamment de monde parce que malheureusement il y a une petite précarité de l'emploi, mais ça c'est pas le débat. Donc les acteurs, les comédiens qui font du doublage, c'est un peu difficile en ce moment, donc on les emploie bien évidemment de préférence parce qu'ils ont et l'expérience et le talent. Mais il peut y avoir effectivement d'un seul coup, une voix... Peut-être le messie du doublage qui peut débarquer du jour au lendemain. Et je sais que Alex est là et qu'il est là pour ça. En tout cas, merci Jean-Marc d'avoir participé à cette émission. Merci Alex. Merci. On te retrouve toute la semaine. Merci. Et moi, je vous dis à très très bientôt sur J1 dans le Toku Show. De diamant. La colère du dragon. Par la corde du taureau. Oui, parce qu'en fait, c'est cool d'être le chevalier d'or du taureau dans Saint Seiya. Il a même pas besoin de bouger les bras. C'est quand même le métier le plus tranquille du monde, non? Ouais. Bah, bienvenue dans le Toku Show. Contrairement à ce que cette introduction aurait pu vous faire penser, nous n'allons pas parler de Saint Seiya dans cette émission, mais par contre, nous allons parler de tous les enfants, du bonheur que Saint Seiya a engendré, tous ces passionnés qui, entre autres, ont par exemple produit Rag & Blue, Kyla Quest, qui est un CD drama. On va en parler dans quelques instants, puisque Gérald, le créateur de ce projet, est parmi nous, invité par Alexandre de Generic Kids. Alors, avant de commencer, il faut d'abord passer par l'interview toute première fois. Ça, c'est la base, on parlera du CD, de tout ça après. Alors moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que vous vous souvenez de votre première fois sur Saint Seiya? Votre premier visionnage de Saint Seiya, est-ce que c'est une image qui est ancrée dans votre mémoire? Moi, pour ma part, c'est déjà tout le premier épisode, la scène finale où on voit Seiya qui repart vers la Grèce et qui quitte Marine avec l'armure sur lui. Et c'est la musique de fond qui m'a vraiment donné envie de faire tout ça. Ah oui, ça remonte quand même, genre tu sais. Enfin, refaire le CD, non, mais genre le gars à 8 ans, ouais, moi je fais un CD avec le computer, bien. Non, c'est là que la musique m'a vraiment percé, quoi. Donc, et depuis, j'ai... La musique était composée par Seiji Yokoyama. Voilà. On en reparlera, c'est pour ça. Et avec nous, ouais, Alex, et toi? C'est pareil, ça va être... Moi j'ai plutôt découvert Saint Seiya au moment de l'attaque du sanctuaire. Oh là là, oui, après les chevaliers noirs. Mais j'ai eu la curiosité de redécouvrir le début après. En premier, effectivement, c'est la musique de Seiji Yokoyama qui m'a vraiment marqué. Alors, justement, ça tombe bien. Est-ce que c'est cette musique de Seiji Yokoyama qui va te donner l'idée vraiment comment on arrive à faire Rag & Blue? Alors, avant toute chose, Rag & Blue, c'est un CD drama. On va écouter tout de suite ce que c'est. Tu nous expliques un peu après le concept. Ça marche. Reiki, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit 100 fois de mettre tes mains de cette façon, et ensuite seulement de prononcer les paroles magiques. Je sais, mais à chaque fois je fais l'inverse. C'est pas ma faute. Alors justement, donc un CD drama, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a de la musique, a priori il y a des voix, mais il n'y a pas d'image. Alors qu'est-ce que c'est donc? En fait, la particularité d'un CD drama, c'est ce qui se fait beaucoup au Japon.
hein, et qu'on a connu aussi à notre époque dans les années 80. C'est des histoires qu'on raconte hein, via des comédiens et sous fond musical. Au Japon, c'est très très populaire et ça existe depuis des dizaines d'années. Et je me suis dit, j'avais envie d'importer un peu ce système-là en France. Non pas de produire un film animé ou une série parce que c'est des productions qui coûtent énormément d'argent, mais je me suis dit, alors pourquoi pas le faire sous forme de CD audio, et ça pourrait être un bon projet qui pourrait aboutir en fait. Mais du coup, tu l'as pas fait avec n'importe qui? Bah, disons qu'en fait non, parce que je n'envisageais pas cet album sans les musiques de Seiji Yokoyama, parce qu'en fait je l'ai rencontré il y a quelques années, il y a maintenant 12 ans. Donc, et depuis on avait sympathisé et je lui ai tout de suite proposé mon projet et il a accepté et je me suis rendu au Japon et on a enregistré en 2008 les musiques. Donc une histoire originale avec des voix et de la musique et des visuels dont certains sont signés Jérôme Malquier, d'autres carrément de Himeno. Donc ça fait toujours plaisir. Et Alex, est-ce que tu en vois beaucoup toi des CD dramas circuler? Non. Non, et c'est justement... Surtout fait par des Français voilà, avec des Japonais. C'est quand même atypique. C'est ce qui, moi, m'a tout de suite bluffé dans ce projet, c'est d'aller démarcher... Gérald est allé démarcher Seiji Yokoyama, Michi Himeno aussi, Jérôme Malquier qui a signé dessin, les comédiens de doublage français, des voix qu'on connaît en plus, hein, Patrick Borg, Eric Legrand, Virginie Ledieu. Et non, c'est vraiment une pièce très rare et une histoire en plus originale écrite par Gérald. Alors du coup, comment est-ce que tu fais ce projet? Parce qu'il suffit pas de connaître les gens. Ça, je sais pas, ça a dû coûter quelque chose. T'as levé des fonds ou ils t'ont tous suivi le cœur vaillant parce qu'ils trouvaient tous le projet extraordinaire. Alors, comment ça s'est passé? Alors à la base, non, j'avais investi tout mon argent personnel. Ah oui. Donc et c'est pour ça que bon. Avec mes contacts différents, j'ai pu élaborer cet album. Et grâce à M. Yokoyama, on s'est rendu ensuite au studio Toei et on a rencontré Michi Himeno lors d'une réunion. Donc on a travaillé sur le projet, mais à ce moment-là, elle n'était pas disponible pour faire les illustrations pour l'album. C'est pour ça que Jérôme Malquier s'en est occupé. Donc parce qu'à cette époque-là, elle travaillait sur la dernière série d'OAV de Senseiya qui était Elysion. Donc, mais elle était disponible à partir du mois de juillet. Et ensuite, elle a dit qu'elle prenait le projet sans problème et qu'elle accepterait. Donc ensuite, pour pas qu'il y ait trop de confusion pour le public, pour l'album et les visuels de Michi Himeno, j'ai sous-titré ce nouveau projet Kaila Quest. Alors du coup, pour finir là-dessus, en un mot, aujourd'hui cet album, hein, ce CD drama symphonique, on peut le trouver où tout simplement? En boutique, sur ton site internet? Alors il a été distribué en boutique dans la grande distribution il y a quelques années, mais on le trouve principalement maintenant facilement sur un site connu. D'accord. Et donc un prochain en tête? Pas forcément un CD, peut-être d'autres projets sous forme de manga, bande dessinée ou de produits dérivés. C'est vrai qu'on me demande régulièrement une suite, mais c'est vrai que c'est quand même C'est quand même très particulier à faire et à vendre en France. C'était le Tokugong, donc c'est un Epic Fail Story. Donc je vais te demander tes plus grosses galères pour lancer ce projet. C'était quoi? C'était quoi les plus gros bâtons qu'on t'a mis dans les roues? C'était quand même la plus grosse galère. Ça a été quand même de communiquer le projet auprès de Toei et de Michi Himeno parce que c'était pas forcément facile d'aborder le sujet, quoi. Parce que quand j'ai rencontré Michi Himeno, je m'y attendais pas du tout. C'était une surprise faite par M. Yokoyama. Donc lorsqu'on a signé les contrats et intimidé, c'était complètement difficile de lui parler de ce projet-là, quoi. Mais ça a vraiment été... et quand elle m'a dit qu'elle était très occupée, je me suis dit non, c'est pas possible, elle va pas pouvoir l'accepter. Et finalement, elle l'a pris. C'était quand même un grand bonheur, peu importe ce qui s'est passé par la suite. Alex, j'ai envie de te demander, donc toi tu enregistres pour Generic Kids, hein, oui. Voilà, tu fais Anime News, Anime Story. C'est quoi les plus grosses galères de tournage que tu as pu avoir? La plus grosse galère, c'est de s'installer devant son matériel, son ordinateur, et de se rendre compte qu'il ne fonctionne pas, tout simplement. C'est la plus grosse galère. Non, sinon, c'est vraiment la plus grosse angoisse. Et ben ça tombe bien, c'est la fin du Toku Quiz et on a peut-être une question des internautes, la régie. Oui, une question pour les deux, tout simplement.
Que pensez-vous du film en 3D Les Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire? Est-ce qu'on peut savoir qui a posé cette question? C'est anonyme. Ah ouais. Ouais. Bah oui, qu'est-ce que j'en pense? Je suis fan de la première heure de Senseiya et j'aime beaucoup la série animée d'époque. Tu réponds pas à la question. Qu'est-ce que t'as pensé du film? J'aime énormément la série animée d'époque et le manga de monsieur Kurumada. Oh là là, la langue de bois. Allez Gérald, allez. Moi, je veux dire, il y a des bons points. Je suis amoureux de la série d'origine, effectivement. Musicalement, Il y a des bonnes musiques. Il y a des bonnes musiques, mais ça fait plus... Non mais si. Mais au niveau de la réalisation, c'est vrai que c'est pas mal et c'est un bon divertissement en tout cas. C'est pas très très mauvais, c'est pas très très bon non plus, mais ça reste un très très bon divertissement et ça permettra, je pense, à beaucoup de jeunes qui connaissent pas Senseiya de pouvoir s'immerger dans la série. Il y a des beaux effets spéciaux. Oui, c'est vrai. Après, comme toute chose, il faut que ça donne vraiment envie à ceux qui l'ont vu de découvrir vraiment l'œuvre originale qui est beaucoup plus dense. En termes d'animation, ça reste quoi votre moment préféré? En un mot, votre moment préféré justement de Senseiya? Que ce soit les OAV, les films ou la série télé. Votre passage préféré de la version animée? Les versions animées, moi ce serait plutôt le passage du film Abel. Ce serait lorsque ils sont tous à terre et on entend la mélopée de Kazuko Kawashima et on voit Athéna au mecha qui avance. C'est un de mes moments préférés, vraiment magique pour moi. Moi, ce serait la scène du pardon d'Athéna dans le dernier épisode du Sanctuaire face à Saga, en fait. C'est vraiment la scène qui m'a le plus ému dans Senseiya. Qu'elle lui pardonne et tu te dis, elle est quand même sympa celle-là. Ouais. Bon, en tout cas, je vous rappelle à tous un Red and Blue, voilà un superbe CD drama. Merci à Gérald d'avoir participé à cette émission. Merci à Alex, Génériquise, de nous avoir accompagnés également. Et moi, je vous dis à très très bientôt sur J1 dans le Toku Show.